Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour mon test du Sigma 100 mm macro. Alors c'est une vidéo qui me tient à cœur puisqu'elle est réalisée directement avec la marque Sigma. Et Sigma, tu le sais, eh bien j'ai tout mon parc optique chez eux, que ce soit le 16-28 mm qui me filme actuellement, le 24-70, le 150-600 et dernièrement le 100 mm macro. Et pourquoi le 100 mm en particulier? Eh bien parce que j'adore les packshots et tout ce qui est macro. Donc c'est vraiment l'objectif idéal à avoir. Juste avant de passer directement en studio, j'en profite d'être sur le terrain et de l'avoir utilisé toute l'après-midi pour te donner mon retour d'expérience au niveau de la prise en main. Alors déjà, il reprend les codes de la gamme Art. Donc on est vraiment sur un objectif qui est super bien fini là-dessus, il n'y a rien à dire. Il pèse 700 grammes, donc c'est vrai, c'est pas rien. Mais personnellement, ça ne me change pas par rapport à ce que j'ai l'habitude d'utiliser. Et tu le vois dans mon sac, il prend pas beaucoup de place non plus. Ce que j'ai vraiment apprécié, c'est déjà dans un premier temps la bague de mise au point qui est vraiment super précise. Là-dessus, il n'y a rien à dire. C'est vraiment le bon compromis entre rigidité et smoothness. L'autofocus qui est super performant. Alors je sais, en macro, on n'utilise pas trop l'autofocus, mais tu vas le voir, dans certaines conditions, c'est vraiment super pratique. Jusqu'à aujourd'hui, j'utilisais un Canon 100 mm macro USM première génération. Donc c'est un objectif qui n'est pas tout récent non plus, puisqu'il est sorti en 2011, et j'ai dû le payer d'occasion 250 €, un truc comme ça, donc c'est vrai que c'est pas très cher. Après c'est vrai que c'est pas ce qui se fait de mieux aujourd'hui sur le marché, dans le sens où on n'a pas d'autofocus qui tient vraiment la route, il n'est pas tropicalisé, une bague de mise au point qui est pas très smooth et pas très précise, et le piqué, même s'il est très bon, c'est pas ce qui se fait de mieux. Donc tu te doutes bien que j'attends beaucoup de ce 105 mm et je te le dis tout de suite, je valide totalement. Alors rapidement, il faut savoir que l'objectif il est livré dans cette petite pochette et en accessoire, on va avoir le pare-soleil en bimatière qui fait toujours son bel effet avec la gamme Art. Au niveau de la qualité de fabrication, eh bien, on est sur ce qui se fait de mieux aujourd'hui chez Sigma. On est sur la gamme Art, donc un objectif qui est en métal, en aluminium et en plastique. On est sur un objectif qui est tropicalisé, voilà, puisqu'on a le petit joint juste là sur la monture. En tout cas, on a une très bonne prise en main. Et ce qui est sûr, c'est que ça inspire confiance. En ce qui concerne la taille, je te le mets juste là à côté d'un Sigma Art 24-70. Tu vois, ça fait à peu près la même hauteur, mais il est un peu plus fin. Par contre, au niveau du poids, on est sur un objectif qui pèse 710 grammes. Donc c'est vrai que c'est pas non plus tout léger. Perso, ça m'a pas dérangé non plus, puisque j'ai l'habitude d'avoir des setups qui sont quand même assez lourds. En revanche, c'est vrai que sur le marché, on va avoir le Sony 90 mm macro et le Laowa 100 mm macro. Et eux, ils sont aux alentours des 630 grammes. À l'avant, on va retrouver un filetage pour des filtres en 62 mm. La bague de mise au point qui, comme je te l'ai dit tout à l'heure, elle est vraiment super smooth. Alors, elle est un peu plus rigide que mon 24-70 où là, tu vois, je la bouge vraiment super facilement. Là, c'est un peu plus dur, mais ça reste franchement super smooth et je préfère que ça soit comme ça puisque c'est un peu plus rigide, un peu plus précis. En tout cas, ça me permet de la bouger à un doigt, donc là-dessus, c'est top. Par contre, chose à noter, on est sur une bague qui est entièrement électronique. Voilà, on n'a pas de butée, donc il faudra vraiment se référer à l'affichage sur le boîtier. Ensuite, sur le côté, on va retrouver en fait tout ce qu'il faut. Donc, on a un switch AF, MF, le petit bouton programmable. Moi, je le mets sur le focus picking. Voilà, je trouve ça vraiment super pratique. Ensuite, le switch 3 positions pour choisir notre plage de mise au point. Donc soit on se met sur full, donc là il n'y a rien besoin de toucher. Ensuite 0,5 à l'infini ou sinon notre plage minimale, donc 0,29 cm à 0,5. Ensuite, et oui c'est pas terminé, je t'ai dit cet objectif il y a vraiment tout, on va avoir une bague d'ouverture. Alors cette bague d'ouverture là, elle s'étend de f2.8 à f22 et elle est cliquable et lockable. Donc sur le côté, on va avoir un petit bouton clic on-off et donc là la bague elle est cliquée, donc on va avoir d'écran, ou sinon si je fais de la vidéo je peux hop décliquer et donc là c'est super fluide, il n'y a vraiment aucun frottement. Et on a également un deuxième bouton qui est juste là et là ça va me permettre de locker en position manuelle, donc je ne peux pas aller sur automatique, ou sinon de locker hop en position automatique. À l'arrière, tu vois, c'est très large, on va avoir la possibilité de mettre des téléconvertisseurs Sigma pour avoir un meilleur grossissement. Malheureusement, ces téléconvertisseurs-là, ils sont seulement disponibles pour la monture L et pas pour la monture Sony. Je pense parce que la baïonnette des boîtiers Sony, elle est trop petite et donc physiquement, c'est pas possible. En ce qui concerne la distance minimale de mise au point, elle est de 29 cm. Pour être très précis, elle est de 0,295 m. Enfin voilà, ça va nous permettre d'avoir un rapport de grossissement de 1 pour 1, donc un véritable objectif macro. Enfin pour terminer avec les spécifications techniques, on va avoir 9 lamelles de diaph et 17 éléments optiques répartis en 12 groupes. Voilà donc franchement ce Sigma il a tout pour être bien. En tout cas moi j'ai adoré l'utiliser. Sur ce je vais te montrer tout ce que j'ai pu photographier avec et surtout
les tests. Je vais commencer par te montrer quelques photos que j'ai pu faire avec. Les photos ont été prises en RAW avec le Sony A7 IV. Sur la droite, tu pourras retrouver toutes les métadonnées. Les premières photos que je vais te montrer sont déjà retouchées. De toute manière, s'il n'y a pas marqué RAW juste à côté, ça veut dire que j'y ai touché. On commence avec ce premier cas, hein, très classique. La macro, c'est bien sûr photographier les insectes. Et donc là, tu vois, je sais même pas c'est quoi comme insecte, mais bref, ça doit faire que quelques millimètres. Et c'est juste impressionnant le niveau de détail. Là, on arrive à apercevoir des choses qu'on verra tout simplement pas à l'œil humain, par exemple les quadrillages dans les yeux, et encore sur cette photo on les voit pas très bien, mais enfin bref, tu vois le niveau de détail va quand même très loin. Deuxième photo, toujours le même sujet mais cette fois-ci de côté, tu vois on arrive même à apercevoir les billes d'eau qu'il y a sur l'insecte, il y en a une ici, 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 au niveau des pattes, tous les poils qu'il y a, c'est juste impressionnant. Les photos qu'on peut faire avec. Les gouttes d'eau, un grand classique, j'en ai fait beaucoup hein, de photos de gouttes d'eau et tu vois, bah là on arrive carrément à percevoir, je sais même pas comment on appelle ça, les poils de la feuille, tu vois, même dans la goutte d'eau. Dans la goutte d'eau, on a des petites bulles d'air, enfin c'est vraiment impressionnant. Même chose sur celle-ci, tu vois, la feuille est parfaitement nette, on arrive à avoir tous les petits poils qu'il y a sur la feuille. On arrive à apercevoir le sol dans la goutte d'eau, tu vois. Donc on a vraiment le reflet du sol dans la goutte d'eau et ça c'est quand même assez impressionnant. Je vais commencer mon test avec un comparatif entre un objectif classique, donc un 24-70, vraiment la chose la plus polyvalente, avec ce 105 mm. Jusqu'où on peut aller? Donc voici le champ que l'on peut obtenir à 24-25 mm. Donc là je suis avec le Sigma Art. Ensuite je passe à 70 mm, donc tu vois tout de suite on est beaucoup plus serré si je te montre le avant-après. Et puis maintenant hop on passe à 105 mm. Donc on a vraiment un gros gap entre le 70 et le 105 mm, mais maintenant jusque où on peut aller avec la distance minimale de mise au point. Ça c'est une photo qui a été prise à 70 mm et là sur la feuille qui est juste là je suis en distance minimale de mise au point, donc je peux pas m'approcher plus près. Et juste là hop, c'est une photo prise avec le 105 mm. Donc tu vois, ça a quand même rien à voir. Sur celle-ci, prise avec le 70 mm, on arrivera à peine à apercevoir les détails dans le niveau de la fleur, même si il y a quand même beaucoup d'informations. Et sur celle-ci, tu vois, avec le 105, c'est quand même impressionnant. On arrive à avoir la transparence de la feuille, les petits détails qu'il y a sur les bordures de la feuille. Et puis ces photos-là aussi ont été prises au minimum. Donc tu vois, le niveau de détail, tout le pollen que l'on arrive à voir. Là, je suis en autofocus d'ailleurs, je précise, mais ça, on va en parler tout à l'heure. Là, ici, encore une fois, hop, on peut voir le pollen qui est juste là. Boum. Tu vois, c'est parfaitement net. On arrive à avoir tous les petits détails. Maintenant, j'ai envie de te montrer la différence entre mon 100 mm Canon et le 105 mm Sigma. Donc juste là, je suis sur le 105 Sigma. Et tu le vois sur la mire quand on va zoomer. On a un niveau de détail qui est genre juste exceptionnel, hein. Vraiment, on a l'impression qu'on s'est collé à la photo, c'est vraiment impressionnant. On a un piqué qui est vraiment très présent. Et maintenant, voilà le 100 mm Canon. Alors, il reste toujours très bon, hein. Dans tous les cas, c'est un très bon objectif. Maintenant, on est vraiment là pour constater les différences. Donc, on a un piqué qui est quand même nettement moins bien présent par rapport au Sigma. Alors tu vas me dire, ok la mire c'est bien, mais concrètement ça donne quoi sur le terrain? Alors j'ai pas pu faire des photos d'insectes, j'ai pas eu l'occasion. En revanche j'ai cette photo là à te montrer. Donc au 100 mm Canon, voilà ce que ça donne. Donc si je zoome au niveau de l'œil, tu vois on arrive à avoir le pelage. Tu vois, les petits poils, on les voit, mais c'est vrai qu'ils ne sont pas très marqués. Maintenant, je passe sur la photo du Sigma. Donc, toujours les mêmes réglages, hein, f2.8. Déjà, tu vois, tout de suite, ce qu'on constate, c'est qu'on a beaucoup plus de détails. Tu vois, au niveau du pelage, je trouve qu'on en a beaucoup plus. On a un piqué qui est beaucoup plus présent. Donc voilà, la différence de piqué que tu vas avoir entre le Sigma et le Canon, bah, ça va aussi se faire beaucoup ressentir lors de la photo macro. Par exemple d'insectes. Si je prends l'exemple d'un œil d'un insecte, eh bien c'est rempli d'alvéoles. Avec le Sigma, je pense que tu vas avoir beaucoup plus de simplicité à voir ce genre de détails. En ce qui concerne le piqué, eh bien écoute, j'ai bien l'impression que l'on est quasiment sur un piqué maximal dès la pleine ouverture, donc à f2.8. Tu vois, c'est parfait, hein, j'ai envie de te dire. Mais j'ai quand même une toute petite impression que c'est légèrement mieux vers f3.5, f4. J'ai l'impression qu'on a vraiment une toute petite progression en termes de piqué, mais c'est pareil, c'est extrêmement léger. Et pour ce qui est des aberrations chromatiques, on en voit un petit peu hein, sur la mire. Tu vois, juste là, on a des petites barres de couleur, tu vois, alors que normalement, c'est censé être noir. Mais je vais pas te mentir, voilà, depuis tout à l'heure, ça doit faire au moins 7 minutes, je suis en train de me passer toutes les photos que j'ai faites et de zoomer à chaque fois dedans. J'arrive pas à trouver d'aberration. Franchement, depuis tout à l'heure, je zoome. Il doit y en avoir, mais c'est vraiment tellement léger, tellement petit que tu n'arrives pas à distinguer ces aberrations-là. Pour ce qui est de la distorsion et du vignettage, on va commencer par la distorsion. La distorsion, il y en a, mais c'est vraiment très léger. Ça se voit à peine, tu vois. Regarde la ligne inférieure qui est juste là, qui est tout en dessous. On voit qu'elle est très
très légèrement courbée, enfin c'est vraiment très léger. Pour moi, c'est comme si elle était quasi inexistante. Et puis en termes de vignettage, alors on a du vignettage, hein. À 2.8, on voit que c'est légèrement plus sombre sur les côtés par rapport au centre. Encore une fois, c'est vraiment très léger. Et puis, je ferme au fur et à mesure. Et pour moi, le vignettage, il s'atténue à partir de F4. F4.5, pour moi, on n'en a plus. Voilà, F4.5, on n'en a plus du tout. F4, c'est encore infime, c'est vraiment très léger. Maintenant, l'autofocus, qu'est-ce que ça donne? Alors, tu le sais, en macro, on a plus l'habitude d'être en manuel parce que l'autofocus ne sera pas assez précis. En revanche, ça va te permettre de désépaissir un petit peu le travail et dans certaines conditions, j'ai été assez étonné, et bien finalement, ça va te permettre de réussir certains shoots que tu n'aurais pas réussi en manuel. Par exemple, sur cette photo, j'arrivais pas à la faire au début. J'essayais en manuel comme d'habitude, mais j'arrivais pas, il y avait du vent, donc ça arrêtait pas de bouger, bref, impossible, j'étais pas parfaitement net. Donc j'ai voulu essayer en autofocus. J'ai mis le plus petit collimateur, je l'ai mis dans ma fleur et voilà ce que ça donne. Voilà, donc du premier coup, hein, vraiment du premier coup, j'étais parfaitement net au centre, donc c'était parfait. Même chose pour pratiquement toutes les photos de fleurs que tu as vues depuis le début de la vidéo. À chaque fois, je suis quasiment tout le temps en autofocus. Ça marche vraiment bien. Ici, encore une fois, j'étais assez étonné. J'ai mis le collimateur au centre. Il m'a bien fait la mise au point à l'intérieur de la fleur, tu vois. C'est assez impressionnant. Toutes les photos de canards que tu as vues aussi, elles étaient en autofocus. Donc à chaque fois, en plus, avec la 7.4, je suis parfaitement net sur l'œil. Voilà, donc ça, c'était en photo. Ça marche vraiment bien. C'est très rapide. Maintenant, qu'est-ce que ça dit en vidéo? Donc on commence avec un premier exemple, tu vois, d'une limace. Alors c'est très lent, je sais, mais tu vois, l'autofocus, il bouge pas, hein. Je suis vraiment parfaitement bien net à chaque fois. J'ai essayé aussi de faire un petit peu de pack shot avec, voir ce que ça donne en autofocus, parce que c'est vrai qu'avec le 100 mm Canon, c'était impossible. Et donc regarde, je me suis mis en tracking sur le boîtier, sur le bouton qui est juste au-dessus, et tu vois, franchement, c'est parfait. Alors on a quelques tremblements dus au slider, mais ça, il suffit d'ajouter une stabilisation. En revanche, en termes de mise au point, quasi parfait du premier coup. Même chose ici, tu vois, j'ai fait un tracking sur le A du Sony. Tu vois, ça bouge pas, c'est nickel. Tu vois, je te montre à l'écran quelques démonstrations d'autofocus. Donc, c'est vraiment très réactif, hein. Là, je pense à, je dirais 95% du temps, ça marche nickel. En revanche, parfois, il arrive qu'il pompe. Voilà, il n'y arrive pas trop, il comprend pas trop si il faut faire à l'infini ou en macro. Voilà, il comprend pas. Mais voilà, c'est vraiment un très faible pourcentage. Et en ce qui concerne le focus breathing, eh bien, on en a beaucoup. Voilà, c'est cet effet de respiration, tu vois, quand tu fais la mise au point, on en a beaucoup. Donc voilà, c'est juste une petite chose à noter. Pour les vidéastes comme moi, ça peut être important d'y faire attention. C'est un objectif qui se positionne à 749 €. Franchement, c'est très agressif dans le sens où il n'y a quasiment pas de concurrent, hein, pour ce genre d'objectif avec autofocus. On va avoir le Sony 90 mm macro, mais lui, il est à 1099 €. Mais voilà, à 749 € pour une qualité de fabrication comme ça, un objectif aussi bien orienté photo que vidéo avec un piqué de ce niveau-là, 749 €, c'est vraiment pas mal. Donc voilà, sur ce, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à mettre un pouce bleu et à t'abonner pour en voir plus. Ça me soutient vraiment, surtout pour ce genre de vidéos qui prennent beaucoup de temps. Si tu as la moindre question, n'hésite pas dans les commentaires. N'hésite surtout pas aussi à partager cette vidéo et à me suivre sur Instagram. Et puis sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut! Salut à tous, aujourd'hui on va parler DaVinci Resolve et les plugins. Alors les plugins, de manière générale, c'est des petits fichiers, des petites extensions.